Voilà, mesdames, messieurs, si vous arrivez juste dans l'espace conférence, un petit point pour que vous sachiez où nous en sommes. Nous avons parlé de plusieurs sujets avant, et là, on va rester dans le domaine du sport, mais pas du sport à l'entraînement juste pour le plaisir, on est plus dans le domaine de l'entreprise. Monsieur Maclay, vous êtes Tout à fait. directeur des sports à la métropole de Lyon, Oui. il faut le dire. C'est Oui. vous qui avez conduit cette enquête, ou en tout cas qui l'avez diligentée. Juste un petit mot de l'environnement dans lequel cette enquête a été commandée. Oui, elle a été commandée suite à des sollicitations de la part des entreprises elles-mêmes qui nous questionnaient sur ce qu'envisageait de faire la collectivité pour accompagner la pratique sportive des collaborateurs de certaines entreprises. Et ce, aussi bien sur le centre de l'agglomération que sur la périphérie. Et donc, comme ces sollicitations ont été effectivement un petit peu plus nombreuses l'année dernière, il y a 18 mois, on a effectivement lancé une étude avec le cabinet Deloitte sur la relation entre le sport et les entreprises, qui est une étude qui a conduit à, je dirais donc, enquêter directement. Il y a eu des entretiens assez nombreux. Voilà. Alors, on verra les chiffres tout à l'heure, mais le contexte est celui-ci, c'est-à-dire d'abord une déstructuration de la pratique sportive très classique, c'est-à-dire la pratique libre qui prend de l'ampleur au regard de la pratique licenciée en club. C'est pas antinomique. On peut être licencié d'un club, mais aussi courir le matin avant d'aller au travail, ou sur la pause méridienne 12-14, être actif en matière de pratique sportive. Donc c'est une réponse à des sollicitations qui étaient intervenues auprès de nous. Cette étude a été lancée dans ce cadre, il y a 18 mois. Très bien. Alors, messieurs, je vous laisse le soin de dévoiler cette étude et on se retrouve après les principaux slides. Je vais me mettre là pour des raisons de lecture facilitée sans les lunettes. En fait, on souhaitait avoir des données objectivées parce qu'entre ce que j'évoquais il y a quelques secondes, c'est-à-dire des entretiens téléphoniques ou des mails qui présentaient un besoin ou qui explicitaient effectivement une entreprise qui nous disait « moi j'ai besoin de savoir ce qui existe sur le secteur est de l'agglo, sur le secteur ouest », on a voulu avoir des chiffres plus précis. Voilà, donc cette enquête avait cet objectif-là, donc objectiver un petit peu la situation et la relation sport-entreprise. On a vite compris qu'il s'agissait d'une... excusez-moi, j'ai bougé l'ordinateur, j'ai dû débrancher. On a vite compris qu'il y avait une problématique RH. Et mes collègues de la direction de l'attractivité de l'implantation d'entreprises de la métropole, eux savent qu'on est aujourd'hui sur une offre globale, c'est-à-dire qu'on ne vend pas seulement une offre foncière ou une offre immobilière, on offre une offre de territoire, une offre globale de territoire dans laquelle s'inscrit aujourd'hui un certain nombre de services, parmi lesquels l'offre d'équipements sportifs. Voilà. Donc évidemment, l'idée c'est d'avoir des éléments de réponse à ces différents besoins tels qu'ils vont apparaître ici. Alors, c'est OK ? Monsieur Maclay, simplement on vous demande de ne plus toucher l'appareil, il faut juste appuyer. Voilà, et là vous allez avoir les slides Où j'appuie ? sur grand écran. Désolé, j'ai fait du fil. Ouais, d'accord, OK, merci. Le panel d'entreprise, vous l'avez ? Ici ? Non, on l'a pas. Alors moi je l'ai, vous l'avez pas. Ah. Alors il va falloir... Voilà. Bon, vous l'avez sous les yeux, 1700 entreprises adressées, 172 réponses, de 10%, c'est pas mal. Et 2228 réponses de salariés. Vous avez la taille des entreprises. Je ne vais pas faire de la lecture des schémas, vous avez les valeurs sous les yeux. On note simplement que dans le spectre des entreprises ayant répondu est très large, touche divers domaines d'activité. Pour nous, c'était important. On avait ce que nous appelons 52 grands comptes de la métropole en réponse à cette enquête. C'était pas neutre et on était assez satisfait avec le cabinet Deloitte de cet échantillonnage-là. Voilà. Je ne lis pas. Je vais essayer d'aller si vite pour laisser la parole assez rapidement aux gens qui sont présents. Le secteur de la santé, bon, à Lyon, vous le savez, il est très présent et ce salon le prouve encore une fois. Qu'est-ce qui est dit ? 2085 répondants. Donc, alors, ce qui les intéresse effectivement, ce qu'ils recherchent, c'est la question de la santé. Alors, dans d'autres études nationales, ce secteur ressort moins fortement. Et là, je disais, est-ce que c'est le fait que ce territoire lyonnais est très marqué par les activités santé, etc. Mais très clairement, c'est une demande prioritaire.
la détente, le plaisir, l'amusement, le risque de l'aventure. Est-ce que nous avons été surpris par ces résultats-là directement? Pas tout à fait, mais ils viennent simplement confirmer. Et aujourd'hui, on a des données validées, chiffrées sur ces éléments-là. Donc pour nous, c'est important. À noter quand même que la dimension performance-compétition apparaît faiblement, que ce soit en première ou en deuxième réponse. Donc très clairement, détente, santé, plaisir, amusement. Voilà. Quelles sont les demandes? On voit apparaître, je dirais donc, l'aspect fitness. On voit apparaître la mise à disposition de vestiaires avec des douches qu'on appelle par ailleurs les conciergeries. L'organisation d'événements sportifs internes à l'entreprise. Alors là, pour le coup, ça échappe complètement à la décision métropolitaine, même si on peut éventuellement être en accompagnement. Et puis, on avait effectivement une dégradation, entre guillemets, c'est-à-dire des chiffres beaucoup plus faibles pour, par exemple, les aspects dojo, salle de combat, l'aide financière. Les terrains en herbe, ça nous arrange bien parce que c'est compliqué à trouver. Donc, ce qui nous a intéressé, nous, dans ces réponses, c'est de voir qu'il y a un certain nombre d'attentes qui renvoient aussi bien à l'initiative privée qu'à l'initiative publique. Si je considère les salles de fitness ou la mise à disposition de vestiaires avec douche, on sait aujourd'hui que des initiatives privées sont en réponse sur ces attentes qui sont exprimées. Je fais vite parce que c'est un engagement que nous avions pris. Moi, Maïté, si je savais me servir d'Internet, j'écouterais radiome.com. Voilà un petit... Là, je suis pas maître de ce qui se passe. Ça va arriver. Moi, je l'ai à l'écran, mais... Ça va arriver. Un instant. Les principaux enseignements. D'abord, ceux qui pratiquent une activité sportive, on revient sur ce que je disais en présentation. La pause méridienne 12-14 est privilégiée. C'est plus compliqué apparemment en fin de journée. Mais sur le 12-14, on a des gens qui souhaitent pouvoir exercer une activité sportive. Là, on parle de cyclisme, on parle de... Alors, pour le cyclisme, j'ai un petit doute quand même sur la pause méridienne. Ça me paraît un peu complexe, mais l'aspect running, fitness, ça n'est pas une surprise. Et ceux qui pratiquent dans cette activité sportive et privilégient les créneaux en soirée lorsque cette activité, effectivement, elle est éloignée de leur lieu de travail. Et là, je pense aux activités de sport collectif. Les gens qui sont licenciés dans un club de basket, de hand, de rugby, de foot, sont généralement effectivement mobilisés sur les créneaux du soir. Les principaux freins à la pratique sont les horaires, le coût. Alors sur le coût, on a des variantes très fortes parce que la pratique libre des runners telle que pratiquée par exemple sur les quais du Rhône à Lyon n'est pas une pratique coûteuse. C'est une pratique exigeante effectivement en termes de déplacement et d'horaire parce qu'il faut aller du lieu de travail sur les quais. Mais ensuite effectivement c'est une pratique libre et gratuite. Le manque d'infrastructures, ça nous a pas surpris. Ça nous a pas surpris et c'est l'un des enseignements forts de cette étude. C'est absolument certain. On avait cette information auparavant, ça complète notre niveau d'information. Voilà. Les installations sportives. Ce qui a mis à disposition des salariés, les entreprises. J'en profite pour remercier toutes les entreprises qui ont joué le jeu et qui ont répondu à cette enquête, tous les collaborateurs qui ont participé, les salariés. Donc merci à vous parce qu'on avait besoin de cette information. Les vestiaires avec douche. Donc là, on a effectivement 66% des entreprises interrogées qui mettent à disposition de leurs salariés, je dirais, ce type d'équipement. L'organisation, la participation à des événements externes, on voit se développer ces pratiques, notamment autour du running. Les pratiques, qu'elles soient individuelles ou en équipe, on constitue des équipes, on s'inscrit à une épreuve, souvent épreuve d'initiative privée. Mais il n'y a aucun problème, on a besoin d'initiatives privées sur ces sujets et les entreprises sont de plus en plus souvent. Je n'interpréterai pas du tout sur la partie RH de cette participation, mais probablement que ça relève de la dynamique d'entreprise, du sentiment d'appartenance, etc. L'organisation d'événements sportifs internes, la présence d'animateurs sportifs, le coaching sportif, je dirais donc, est un métier qui se développe, y compris en entreprise, et c'est relativement récent. Les équipements sportifs internes qui restent réservés à une clientèle d'entreprise de grande taille.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une PME, en tout cas elles sont rares, les PME qui ont la capacité de développer 100 mètres carrés d'espace, on ne parle pas de hauteur sous plafond, hein, mais pour permettre aux collaborateurs de pratiquer entre 12h et 14h, ces équipements-là dans les petites entreprises restent rares. Mais ils se développent dans les grandes entreprises et on voit apparaître dans les constructions récentes en France et en Europe, dans les gros projets immobiliers, des parties dédiées à la pratique sportive. Tout comme d'ailleurs, il se trouve que j'étais en milieu hospitalier la semaine dernière pour parler de la pratique sportive chez les enfants. On voit se développer en milieu hospitalier des espaces dédiés à la pratique sportive parce que l'activité physique, parfois adaptée, est complètement intégrée au parcours de soins dorénavant. Donc là, on sait qu'on a des entreprises qui sont sensibles à ça et qui, je vois mon collègue Axel Riel, qui est le directeur de l'action économique de la métropole, confirme du menton, ça me rassure, mais c'est un véritable... il y a un sens de l'histoire, hein, en quelque sorte. La mise à disposition de vestiaires sans douche, là c'est tout délicat, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'aller courir au mois de juin entre 12h et 14h, si vous n'avez pas de douche chez vous, c'est extrêmement compliqué, et là on a un problème. Donc ces dispositifs sortis sont utilisés fréquemment et très fréquemment à hauteur de 57%. Les principaux enseignements. Il y a un intérêt perçu par les entreprises, je dirais donc pour favoriser la pratique sportive. Elles sont prêtes à 50%, une grosse moitié, hein, à promouvoir la pratique via une aide financière auprès de leurs salariés. 81% sont prêtes à promouvoir la pratique via des incitations. Bon, ça c'est plutôt rassurant. Sur la mutualisation, en revanche, c'est beaucoup plus complexe et ça n'est pas une surprise. Et dans les facteurs, ou tout au moins ce qui est attendu, on retrouve des choses assez classiques comme la cohésion, l'attractivité et l'efficacité. C'est très compliqué d'avoir un PowerPoint comme ça et de ne pas faire de la lecture ligne à ligne, j'en suis désolé, mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, et ça c'est un autre enseignement, on aura beaucoup de difficultés à mutualiser les équipements sportifs sur certains secteurs de l'agglomération. On va y réfléchir, mais on le voit, même si 80% des entreprises quasiment sont prêtes à participer à un projet de mutualisation avec d'autres entreprises, il nous faudra trouver les fonciers, il y a un enjeu fort pour nous. Mais on va y réfléchir, parce que ça c'est un enseignement fort. Sport et bien-être au travail, on l'a déjà dit, hein, je crois qu'effectivement, il y a des choses qui apparaissent clairement, et ça, c'est un autre élément d'information. Le sport n'est pas directement assimilé au bien-être dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs clés plus importants. Et puis, vous avez effectivement une présentation, toutes ces données. Alors, ce support n'est pas un support qui ne sera pas diffusé. On pourra vous donner les informations. Là, je le déroule assez vite par la force des choses, mais ce sont des informations qui resteront accessibles. Donc voilà, on voit dans les dispositifs qui sont mis en place pour favoriser le bien-être, les salles de repos, espaces détente, le télétravail, etc., etc. Alors, quelque chose qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? D'abord, on a une confirmation du fait que la relation sport-entreprise, elle existe et que les directions des ressources humaines, les directions générales des entreprises ne s'intéressent à ce sujet, ne le traitent pas par-dessus la jambe, permettez-moi l'expression, et que donc on a face à nous des interlocuteurs avec lesquels on va pouvoir échanger. C'est un point qui est important parce que, je le disais tout à l'heure, on avait quelques points fixes, des rencontres ça et là, mais on n'avait pas, ce retour basé sur une véritable enquête. Un encouragement plutôt, en tout cas c'est la lecture qu'on en fait, pour une pratique sportive des collaborateurs, parce que je pense que l'entreprise a bien conscience que c'est un plus probablement. Il y a de multiples études qui montrent les résultats de la productivité, les résultats positifs et l'impact positif sur la productivité d'une activité sportive qui participe au bien-être au travail. Même si ce n'est pas la seule chose, il y a bien d'autres facteurs et vous le savez, la pratique sportive est un des facteurs qui travaille très positivement sur la compétitivité de l'entreprise. Ça, c'est une certitude. La création d'événements sportifs inter-entreprises, ça existe déjà et dans de grands groupes, c'est même devenu, dans certains cas, un espèce de jalon important de l'année, le déroulement de cet événement sportif. Ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est de travailler déjà sur l'analyse du besoin d'équipement sportif.
Ça, on a pris bonne note, y compris mutualisé. Je disais que c'est complexe parce que les coûts fonciers font que, et la raréfaction du foncier font qu'on a du mal à développer de nouveaux équipements. En revanche, c'est le rôle de la métropole de réfléchir à ce croisement entre l'aménagement du territoire, la qualité de vie des entreprises sur ce territoire et ce qu'est la pratique sportive et son développement. Soit dans une logique sport-santé, soit dans une logique tout simplement, on a tout intérêt, nous, métropole de Lyon et collectivité d'une manière générale, à ce qu'une entreprise se sente bien sur son territoire. Il y a 20 ans de ça, on parlait énormément de la qualité de la desserte transport en commun. On en parle toujours beaucoup aujourd'hui, mais il y a d'autres facteurs qui apparaissent. Le facteur activité sportive en est un. Voilà, au pas de charge, et j'en suis désolé. Merci à vous encore qui êtes présents et merci à vous pour la participation à l'enquête. Et je vous passe la parole. Alors, est-ce que ça marche? Oui, un, deux, oui, voilà. Mesdames, Messieurs, cette étude qui vous a été présentée, je crois que c'est une avant-première, les résultats viennent de sortir, hein, c'est récent. Pour nous, c'en est une. La relation entre la pratique sportive et les territoires, je dirais, c'est pas forcément une première mondiale. En revanche, sur un territoire tel que la métropole de Lyon, 1 400 000 habitants ou presque, oui, je crois que c'est une première fois, oui. Voilà, alors, la question que je brûle de vous poser, c'est, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, maintenant, vous avez véritablement des pistes. Hein, vous m'aviez dit que vous ne la poseriez pas, cette question. J'ai dit ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'échappera à personne qu'on est en fin de mandat. Donc, on est en train de réfléchir, on est en train de travailler, et ça, on l'a fait durant tout le mandat, aux conditions de vie. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que j'ai des collègues experts qui travaillent sur la question de l'accueil de l'entreprise, de son développement sur un territoire donné. Je le disais, on sait qu'aujourd'hui, il y a des paramètres à prendre en compte. On va donc réfléchir sur la capacité à développer sur les différents territoires une offre d'équipements sportifs, qu'elle soit d'initiative publique ou en accompagnement de l'initiative privée. J'insiste là-dessus, parce que parallèlement à la remontée d'infos qu'on a des entreprises qui nous disent « les collaborateurs se plaignent qu'il n'y a pas assez d'équipements sportifs sur le territoire », on reçoit des porteurs de projets qui viennent avec des projets de salles privées. Donc il faut peut-être aussi favoriser la passerelle et le croisement entre l'entreprise et les collaborateurs qui sont en demande et cette initiative privée pour des salles partagées où on est sur de la location au créneau horaire. C'est des gens qui sont capables de faire de l'événementiel sportif. Et donc un de nos axes de travail, c'est celui-ci, c'est-à-dire le rapprochement entre des porteurs de projets et les entreprises elles-mêmes. La deuxième chose, c'est la question de la qualité des équipements sportifs sur un territoire. Et là, on a des enjeux financiers. Vous savez ce que sont, je dirais, les exigences de gestion des fonds publics. On est contraint par ça. On est très contraint par cela. Et il n'est pas question de promettre aujourd'hui quoi que ce soit qui, je dirais donc, conduirait à dire on va vous faire tel gymnase à tel endroit. On n'en est pas aujourd'hui à ce stade. Simplement, là, on objective encore la réflexion conduite. C'est-à-dire qu'on va repérer géographiquement, probablement, là où les besoins sont les plus forts. Et en lien avec les communes, en lien évidemment, je dirais avec les élus, on va effectivement voir ce qu'il est possible de faire. Ça renvoie à un engagement de moyens financiers et préalablement à un engagement de poursuite de la réflexion qui a été engagée dans le cadre de l'enquête. C'est-à-dire qu'il est probable qu'on revienne vers quelques personnes qui ont répondu à l'enquête pour aller un peu plus loin avec elles. Il y aura un échantillonnage. Je vous pose une dernière question, M. Maclay. Est-ce que, d'après vous, le club sportif enraciné dans le territoire a un rôle à jouer, le club amateur a un rôle à jouer au milieu de tout ça? Évidemment, sinon on n'en soutiendrait pas 200. Il y a plus de 2000 clubs sur la métropole de Lyon, des clubs sportifs ou des clubs omnisports. On en soutient environ 200, 8 clubs professionnels et 180 clubs amateurs. On est ici dans une enceinte que je fréquente assidûment depuis quelques années, à peu près tous les... Je suis témoin. Je vous remercie. Qui est effectivement celle dans laquelle évolue le Loup Rugby. Le Loup, c'est à la fois un club sportif professionnel et une association. On est partenaire des deux structures et on soutient beaucoup de clubs sportifs amateurs sur chacune des 59 communes. Et les deux sont associés. Les deux sont associés. Et l'ancrage territorial d'une association sportive, pour un maire, par exemple, il est essentiel. Donc la vie, la dynamique associative locale ne sera pas mise en péril par une pratique sur le lieu de l'entreprise. Parce que on s'aperçoit, l'enquête le dit en partie, le collaborateur qui pratique une activité physique à proximité directe de son entreprise ne délaisse pas pour autant sa licence dans un club de tennis. Donc, et ça, c'est important. Il ne s'agit pas
de dénuder une association sportive implantée sur une des communes de la métropole pour renvoyer la pratique sportive sur le territoire de l'entreprise. Ce n'est pas ça l'objet. On pourrait imaginer que le club s'investisse aussi dans Évidemment. la pratique d'entreprise. Merci de la perche tendue, elle est belle et vous avez raison. Un des enjeux sur la pratique, notamment senior, c'est-à-dire on sait très bien qu'on a des collaborateurs qui ont par exemple, si je reste sur le tennis, pratiqué la compétition tennis, on a différentes catégories, plus de 35, plus de 45, etc. et qui arrêtent la compétition, parfois ne prennent plus de licence. Et là, nous, on demande au club de s'investir sur cette, je vais utiliser un terme de market, mais sur ces nouvelles cibles, c'est-à-dire aller au-devant par une offre proposée par l'association, aller au-devant des besoins exprimés par les entreprises pour leurs collaborateurs. Et là, il y a un enjeu très fort de formation des éducateurs et on retombe sur la question de la place, des espaces, des salles pour pratiquer ce sport. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous avons pris un petit peu plus de temps, mais la thématique le méritait. Merci du travail que vous avez accompli. Je propose aux personnes qui ont des questions à poser à M. Maclay et à M. Dardelais de le faire. Il va falloir juste qu'on switch, puisque nous avons un autre atelier derrière. Mais ils sont à votre... Je suppose que vous êtes à la disposition du public s'il y a des questions particulières. Absolument. Hein. Merci beaucoup. Un applaudissement pour nos deux intervenants. Et nous allons passer maintenant donc, à l'atelier suivant. Merci, messieurs. On se retrouve dans quelques instants sur l'atelier suivant. Voilà, on me précise, et ça ne marche plus. Voilà, on me précise que les intervenants sont au Salon Bellecour, juste à côté, si vous souhaitez poser des questions complémentaires sur la thématique que nous venons de dévoiler à travers cette enquête. Merci en tout cas. Nous allons parler d'autre chose maintenant, puisque nos intervenants doivent être arrivés, j'imagine. Voilà, besoin, recherche, brevet. Quid du transfert? Les voici, les voilà. Mesdames, Messieurs, alors par ordre d'apparition en scène ou pas, je ne sais pas. Le premier s'appelle Vincent Nougier. Le voici, le voilà. Ancien athlète de haut niveau en ski nordique. Monsieur Nougier, soyez le bienvenu. Bonjour, enchanté. Installez-vous. Professeur à l'Université de Grenoble-Alpes et directeur de recherche sur le sport et l'activité physique. Voilà, directeur du groupe de recherche. Jean-François Robin, que voilà. Monsieur Robin, bonjour. Vous pouvez applaudir nos intervenants lorsqu'ils arrivent. Hein. Responsable du réseau accompagnement, du réseau national d'accompagnement scientifique de la performance à l'INSEP. Voilà. Et Antoine Péchuzal, qui est directeur de l'entreprise Parc et Sport, entreprise lyonnaise qu'on connaît très bien ici. Bonjour, bienvenue. Installez-vous. On va vous resserrer peut-être un petit peu près de vos camarades. Alors, est-ce que chacun a un micro ? Vous avez tous un micro derrière vous? Il y en a un? Non? On va demander un autre. Voilà, merci mademoiselle. Alors, comment soutenir l'émergence des innovations de rupture? C'est tout un programme. Quel est celui qui veut ouvrir cette thématique? Vous, peut-être, monsieur Nougier, non? Ça marche, je crois, ça marche. Ça marche, oui. Comment soutenir l'émergence? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est déjà de faire coïncider, je dirais, les temporalités. Dans le sens où, selon les domaines d'application, les temporalités ne sont pas du tout de même nature. Si je prends par exemple le domaine de la performance de haut niveau, on a des calendriers qui sont très spécifiques, avec des objectifs qui sont temporellement bien identifiés, par exemple les Jeux Olympiques. Et du coup, forcément, ces temporalités peuvent se télescoper avec le temps de la recherche, qui forcément peut être beaucoup plus long. Exemple, quand on veut soigner une maladie, évidemment qu'on cherche à aller le plus vite possible, mais on n'a pas d'objectif, de date particulière. Et donc, la recherche, avec tous ces développements de la recherche fondamentale amont jusqu'à la recherche appliquée, ça peut prendre un temps qui est un temps indéfini et qui est accepté par tout le monde. Dans certains domaines, en particulier dans le domaine du haut niveau, la problématique est complètement différente puisque, évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir obtenir des résultats immédiats et les plus rapides possibles et les plus sûrs possibles parce que, au plan temporel, eh bien, on a des échéances qu'il faut respecter. Et je crois que ça, c'est une des grosses difficultés qu'on a dès l'instant où on veut assurer ce transfert. Une des difficultés, en tout cas dans le domaine du sport.
Alors justement, dans le domaine du sport, allez-y, je crois que vous alliez répondre. Alors effectivement, pour que l'innovation puisse exister dans le domaine du sport de haut niveau, et je me situerai seulement sur le sport de haut niveau puisque j'appartiens à cette grande maison qu'est l'INSEP, une condition sine qua non, c'est l'adhésion des entraîneurs, et donc de ces entraîneurs de haut niveau qui construisent la performance. Si l'innovation n'a pas de sens pour eux, et donc si on ne va pas les voir pour les convaincre qu'il y aurait une possibilité d'ouverture grâce à une innovation, alors ça laisse peu d'avenir aux innovations. Donc une condition première, c'est que les entraîneurs fassent partie de cette dynamique et qu'ils comprennent l'intérêt de l'innovation. Ce qui est difficile, parce que les entraîneurs sont des gens qui travaillent énormément, qui sont au moins 170 jours par an loin de chez eux, et qui donc ont un emploi du temps qui leur laisse assez peu de place à la curiosité. Je vous en prie. Et puis juste pour rebondir là-dessus, l'autre difficulté ou l'autre enjeu important, c'est accepter la prise de risque. Et là aussi, la dimension temporalité, elle rejoint la dimension prise de risque. À savoir que dans certains domaines, si on est à peu près sûr, par exemple si on s'intéresse, je sais pas moi, à la friction des pneus sur la route, on est à peu près sûr que si ça marche, ça marche. Il n'y a pas de prise de risque, y compris pour l'athlète ou l'entraîneur. Si par contre on veut imaginer de l'innovation sur, je sais pas, en lien avec la nutrition, en lien avec la préparation physique, en lien avec la préparation mentale, on n'est pas sûr que ça marchera. Et forcément, c'est un frein à l'innovation si on n'accepte pas de prendre cette prise de risque et du coup, qu'éventuellement, ça ne marchera pas tout de suite et peut-être beaucoup plus tard. Alors, est-ce que les deux font bon ménage, c'est-à-dire l'innovation, la recherche d'un côté, ou la recherche et l'innovation d'un côté, et la performance sportive? Vous parlez des entraîneurs, est-ce que vous avez plus affaire à des entraîneurs ou des dirigeants sportifs qui sont frileux ou qui, au contraire, sont prêts à prendre ce type de risque? Alors, aujourd'hui, ce sont à peu près les 3/4 des fédérations qui s'inscrivent dans un processus, on va dire, d'accompagnement scientifique. Donc les formes sont différentes. Il y a des fédérations qui développent des connaissances importantes dans ce domaine, la fédération de rugby par exemple, mais bien d'autres. Bon, d'autres fédérations plus récemment rentrées dans le paysage olympique par exemple, sont pour l'instant un peu plus en difficulté. Mais notre rôle, c'est notamment de les convaincre et de les pousser à ces habitudes d'accompagnement scientifique. Alors, ça nous renvoie à la temporalité dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que c'est les échéances des grandes compétitions internationales ou mondiales, et c'est valable aussi pour les équipements, on en parlera tout à l'heure, génèrent chez vous des effets de calendrier qui vous astreignent à une quelconque obligation de résultat? Oui, bien sûr, parce que forcément, la difficulté, c'est qu'il y a un calendrier qui est finalement très court. En gros, c'est tous les 4 ans. Des Jeux Olympiques, par exemple, se préparent 4 ans en amont. Dans le domaine de la recherche, 4 ans, c'est très 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 court. En particulier s'il faut faire de l'innovation. Parce que l'innovation, elle se traduit, et surtout si on veut partir de connaissances très fondamentales et que l'objectif à la sortie, c'est de les appliquer sur un terrain très très spécifique. En 4 ans, c'est pratiquement mission impossible. Merci. Antoine? Effectivement, moi je peux rajouter, Parquet Sport est en contact avec le monde du sport à travers la création et l'entretien des pelouses sportives. Effectivement, la temporalité est effectivement très importante. On travaille notamment avec le végétal. Le végétal, on sait qu'il y a des cycles, il y a des cycles naturels qui demandent dans la démarche d'innovation et de recherche un temps qui n'est pas forcément en phase avec le calendrier sportif ou le calendrier de grands événements. Moi, si je peux rajouter par rapport à la première question, qui est comment on peut faire émerger cette innovation issue des labos, nous, Parquet Sport est ici pour s'ouvrir aussi au laboratoire, à la recherche fondamentale et pouvoir faire partager notre expérience sur les terrains qui est une expérience très quasiment agricole et pour pouvoir la transférer et la partager avec une recherche qui est beaucoup plus fondamentale. Et je crois énormément à la symbiose des deux pour créer des innovations qui seront les plus pertinentes demain. Sachant que vous êtes sur une exploitation très visible pour ce qui vous concerne. Hein. C'est-à-dire que la pelouse, c'est la première chose qu'on voit quand elle est labourée. On ne dit pas chaque fois qu'elle est belle. Mais... Effectivement, la pelouse est la partie immergée de l'iceberg. Il faut savoir que c'est aujourd'hui les équipements qui sont
très bourré de technologie. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est dans le sous-sol qui joue un rôle essentiel. Et il y a eu un développement très important sur cette pelouse ces dernières années en termes de substrats élaborés, de chauffage, dont le but est de limiter l'arrachement, favoriser la qualité des pelouses, favoriser l'intégrité des joueurs, la performance sportive, etc. Donc il y a encore des enjeux demain à conserver toute cette qualité qui a été amenée par les dernières technologies et aussi répondre aux enjeux de développement durable, aux consommations d'eau, aux intrants phytosanitaires. Et ça, on est aujourd'hui prêt à travailler, mais voilà, main dans la main avec les laboratoires. Très intéressant, merci beaucoup. C'est un éclairage un peu atypique. Hein. Le spectateur devant son téléviseur ne se pose pas toutes ces questions-là. Une question peut-être, d'où émerge l'innovation? Je veux dire, d'où? C'est-à-dire, qui est-ce qui est le déclencheur? Est-ce que la fédération sportive vient vous voir? Si on reprend le cas de l'échéance olympique, est-ce que c'est elle qui vous pose les conditions de ce qu'elle attend? Ou est-ce que vous pouvez être force de proposition, vous aussi, de votre côté? Je pense que le déclencheur, il peut être de plusieurs origines. Ça peut être évidemment une question qui vient du terrain, d'une fédération ou d'un athlète qui a un problème particulier qui se pose. Ça peut venir aussi d'un laboratoire de recherche qui a une idée et qui dit que ça pourrait être utile dans tel ou tel domaine. Et puis je crois qu'il faut aussi voir les choses de manière très, très, très ouverte. Et je crois par exemple beaucoup au raisonnement par analogie. Je veux dire par là que on se représente tous l'idée par exemple que ce qui est développé dans le domaine de la Formule 1, tôt ou tard, va se retrouver dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. On peut voir aussi l'inverse. Il y a tout un ensemble de problématiques qui peuvent être développées par exemple par rapport à des problèmes de santé, de handicap, et qui peuvent être utilisées, y compris avec donc des développements et des innovations, et appliquées au domaine du haut niveau. C'est-à-dire que c'est exactement le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été développées avec un objectif et qui peuvent s'appliquer, évidemment en faisant les développements qu'il faut, en faisant les adaptations qu'il faut. Désolé, ça coupe. À des problématiques, par exemple, d'entraînement de haut niveau. Le transfert et le déclencheur peut être à des endroits très très différents. Oui, alors en complément de l'intervention de Vincent, c'est le rôle effectivement du réseau national d'accompagnement sportif de la performance que d'aller solliciter les fédérations et les entraîneurs pour faire émerger ce besoin d'innovation. Alors pour être très précis, en fait notre posture s'appuie sur une conception de l'entraîneur et en particulier des entraîneurs-chefs, c'est-à-dire de ceux qui construisent des projets de performance. On estime à l'heure actuelle qu'en France, un chef de performance, c'est quelqu'un qui s'entoure d'un certain nombre de partenaires, lesquels vont l'aider à prendre des décisions. Parmi ces partenaires, il doit y avoir, ou il devrait y avoir, des chercheurs. Les chercheurs amenant un regard sur les pratiques qui n'existent pas ailleurs. Donc ça nécessite un accompagnement. Et c'est tout l'enjeu à l'heure actuelle, c'est à la fois de faire rencontrer ce monde de l'entraînement de haut niveau et la recherche. Merci pour ce témoignage. Sur les éléments très terre à terre, comme la pelouse par exemple, hein, c'était un peu facile hein, de le faire. Mais sur ces éléments-là, est-ce que vous êtes force de proposition ou est-ce qu'au contraire, c'est la structure qui vient vous chercher et que vous travaillez ensemble sur les progrès à amener? Alors, la structure, les besoins sont effectivement une source pour nous d'inspiration pour travailler sur différents sujets. C'est important nous aussi dans nos organisations de donner la possibilité à nos collaborateurs qui sont en contact régulier et permanent avec le terrain, avec les sportifs, de libérer quelque part un esprit d'innovation et se dire voilà, il y a des choses de mon quotidien qu'on peut transposer dans l'entreprise à une nouvelle technologie, à quelque chose qui va pouvoir faire évoluer soit la méthode de travail, le confort de travail, la performance du joueur, le confort du joueur. Mais voilà, on essaye en tout cas, et ça c'est dans le management qu'on le suit aussi, de donner libre cours à nos collaborateurs pour que les idées émergentes soient les plus terre à terre et les plus concrètes.
juste pour prendre un exemple qui peut peut-être illustrer un petit peu justement à quel point certaines innovations peuvent traverser des problématiques complètement différentes telles qu'on a pu les voir aujourd'hui. Vous prenez par exemple le cas de l'accès d'athlètes ou d'individus handicapés à la pratique sportive. Eh bien, une des problématiques qui se pose, c'est évidemment les équipements sportifs, et c'est en particulier par exemple les sols. À savoir quel type de sol faut-il créer pour qu'il n'y ait pas de risque. Parce qu'évidemment, courir sur ses deux jambes, c'est pas la même chose qu'être avec un fauteuil roulant. Et donc, ça pose des problèmes de nature des sols qui doivent être adaptables à toutes les conditions de pratique, y compris celles des handicapés. Ça pose évidemment du coup des questions d'équipement sportif et d'implantation dans la durée, et pas simplement un problème d'accès de largeur des portes. Ça pose aussi des problèmes de cadre législatif, puisque ça veut dire que c'est à travers les lois qu'on peut aussi fixer quelles doivent être les caractéristiques techniques des nouveaux équipements sportifs permettant de répondre à des exigences de nature complètement différente. Donc vous voyez que là, forcément, si on commence à mettre tout ça ensemble, aussi bien pour le sportif du dimanche que pour l'athlète de haut niveau, on peut faire émerger des innovations très très particulières qui sont sur la caractéristique des sols. Donc, Ce n'est qu'un exemple. Exemple très concret, effectivement, qui va regrouper autour de la table un certain nombre d'intervenants, tous différents, mais tous motivés par le résultat final. Alors, sans trahir de secret, messieurs, sur quoi travaillez-vous aujourd'hui? Sur quelle typologie d'innovation êtes-vous? Par exemple, chez Parc et Sport aujourd'hui, quel est le sujet qui pourrait être demain la trouvaille, sans entrer dans le secret? Il n'y a pas encore de secret, j'allais dire. Sur les pelouses, on est arrivé à une génération de pelouses qu'on appelle aujourd'hui hybrides, qui pourrait, on peut se dire, être la dernière génération de pelouses. Ça serait une erreur que de penser ça. Aujourd'hui, on travaille et on réfléchit, et ça fait partie aussi de notre présence à ce salon, mais à se dire que demain, la pelouse de demain devra répondre non seulement aux exigences de performance qu'elle arrive à répondre aujourd'hui, mais également aux exigences liées au développement durable, à l'environnement, aux économies d'eau, aux contraintes réglementaires liées aux produits phytosanitaires qui sont de plus en plus importants. Et ça, on y croit fortement, et on veut vraiment s'engager dans cette démarche-là pour que la pelouse du futur soit beaucoup plus éco-responsable qu'elle peut l'être aujourd'hui. Voilà, l'eau, ne serait-ce que l'eau, déjà, c'est un problème capital. Hein, ça va le devenir, en tout cas. Hein. Je crois qu'on l'a tous ressenti cet été et encore maintenant. Donc. Tout à fait. Chez vous ? Alors, des innovations à l'INSEP, c'est notre quotidien, c'est permanent. Donc ça va du calibrage des munitions qu'on utilise en tir à la carabine, ça va à la captation des données, à la gestion des blessures, etc. etc. Et à l'INSEP, on a plus de 150 projets scientifiques en cours, ce qui veut dire qu'on aborde toutes les disciplines et en gros toutes sortes d'innovations dans tout secteur. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs on est présent ici, c'est justement pour faire part de ces innovations, mais aussi pour trouver des gens qui pourraient nous accompagner. Parce qu'en 2024, on sait très bien ce que l'on pourrait gagner, ce qu'on peut faire avancer. On sait qu'on fera mieux dormir les sportifs, on sait qu'on les fera mieux manger, qu'on les fera mieux récupérer, on sait qu'on les entraînera mieux, etc. Pour tout ça, il faut que tout le monde s'y mette et qu'il y ait un peu plus de moyens sur l'innovation. Mais vous ne nous avez pas dit sur quoi vous étiez véritablement... Enfin, sur les 150 projets, est-ce que vous pouvez lever un coin du voile pour en donner un qui nous permette par exemple, à l'heure actuelle, on travaille sur la quantité de poudre qu'on met dans des munitions pour que les tirs soient assurés, et ceci, quelles que soient les conditions extérieures, par exemple. D'accord, merci. Voilà, alors, la première chose, c'est que moi je travaille en fait dans une UMR CNRS qui est spécialisée sur toutes les technologies de la santé. Donc ça peut paraître éloigné du sport au sens où on l'entend habituellement. Et en fait, on travaille sur des dispositifs qui sont au départ destinés à des patients pour faire du suivi en temps réel et de la détection d'un certain nombre de dysfonctionnements, de manière à pouvoir intervenir au plus vite. Et en fait, on est en train de transférer justement ces dispositifs à l'usage du suivi de la performance de haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique est la même. L'objectif, c'est d'améliorer sa performance. Évidemment, on ne part pas du même niveau, on n'arrive pas au même niveau. Certaines dimensions sont très très spécifiques, mais fondamentalement, on s'appuie sur les mêmes outils et on change un certain nombre de paramètres pour pouvoir répondre aux caractéristiques spécifiques de la population qui nous intéresse.
Voilà, un exemple précis. Mesdames, Messieurs, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, c'est maintenant, hein, puisque nous arrivons au terme presque de cette intervention. Vous avez vu que le champ d'investigation est très large, hein, sur l'innovation. À partir du moment où on parle d'innovation, forcément c'est large. Voilà, voilà, on va prendre le micro. Il y en a un qui doit être HS, je crois. C'est toi. Bonjour, Allez-y. vous m'entendez? Oui. D'accord. Léonard Dioré, je suis un étudiant à l'EM Lyon en première année. Parlez un petit peu plus fort quand même. parce que- Léonard Dioré, je me présente. Je suis un étudiant à l'EM Lyon en première année. Et j'avais une question pour vous, messieurs. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer une infrastructure, que ce soit de la pelouse ou de l'équipement sportif en général, qui pourrait être utilisée au haut niveau par des sportifs de haut niveau, mais être recyclée aussi pour des sportifs de plus bas niveau, comme vous appelez les sportifs du dimanche, ou par exemple des petits élèves dans les bidonvilles de pays en voie de développement qui n'ont pas accès à toutes ces infrastructures. Est-ce qu'on pourrait trouver un lien entre ces deux différents types de sportifs pour recycler l'infrastructure en général? Si je peux amener le point de vue sur les pelouses, j'aurais pas la réponse du comment, mais sur les difficultés qu'on a en termes d'usage de pelouse sportive, c'est la fréquentation. Les terrains synthétiques ont répondu à ça. Ils ne répondent pas à la totalité, notamment en sensation de performance pour le sportif de haut niveau. Donc c'est effectivement un point qu'il va falloir travailler. Mais la limite des pelouses naturelles sont leur fréquentation. Donc amener beaucoup de publics différents, et c'est une très bonne idée, amènera à travailler sur la résistance du végétal et ses limites. Et on pourra peut-être effectivement trouver des technologies utilisées aujourd'hui sur le haut niveau qui vont pouvoir répondre à ces sujets, qui vont pouvoir être accessibles. Quelque part, votre question elle est là-dedans aussi, c'est donner l'accessibilité, la possibilité de jouer sur des surfaces de haut niveau à tout le monde amateur. Mais plus largement, pour raccrocher avec cette thématique, l'envie de trouver la structure idoine qui va permettre de multiples compétitions à de multiples populations sportives, c'est pas nouveau, mais c'est très compliqué à trouver. C'est très compliqué à mettre en place. Je pense que c'est très compliqué à mettre en place pour une raison simple, c'est que les exigences techniques de la compétition de haut niveau sont très particulières, évoluent au cours du temps, avec des exigences techniques qui sont difficiles à remplir. Je prends par exemple, et qui font que du coup, y compris dans le domaine du haut niveau, on tombe de plus en plus sur des systèmes provisoires. Exemple, pour les piscines olympiques pour des Jeux olympiques ou des championnats du monde, enfin des piscines répondant aux caractéristiques olympiques, sont toujours maintenant systématiquement des bassins provisoires. Donc ils sont montés pour une compétition et ils sont démontés parce que ce seraient des investissements qui coûteraient excessivement cher, qui sont très compliqués à rentabiliser dans la durée. Et donc la solution, y compris simplement dans le domaine du niveau, c'est d'avoir un bassin qu'on démonte, qu'on monte ou qu'on démonte et qu'on déplace ailleurs. Témoignage intéressant, effectivement. Mademoiselle, madame. Oui, bonjour. Moi, je voudrais vous demander dans quelle mesure, c'est un peu le prolongement de la question précédente, dans quelle mesure tout ce que vous faites va servir la société toute entière et pas seulement le sport de haut niveau, que je respecte évidemment beaucoup, qui est certainement un grand moteur, mais pour nous, effectivement, les sportifs du dimanche, dont je fais partie, qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça ? C'est clair, c'est clair. Je vais faire une réponse. Qu'est-ce qu'on gagne? Je pense qu'on peut gagner beaucoup de choses. Dans le sens. Encore une fois, j'insiste, ça peut être aussi dans l'autre sens. Si on parle par exemple de ce qui se passe aujourd'hui, l'État vient de mettre beaucoup d'argent sur la table pour développer de la recherche dans le domaine du haut niveau, à travers un plan prioritaire de recherche. Et un des rôles que je vais avoir avec le GDR et tout un ensemble de personnes autour, ça va être justement de faire en sorte que les connaissances qui vont être développées dans un premier temps à destination des athlètes de haut niveau puissent bien sûr
à terme être utilisé par monsieur tout le monde. Exemple, si à un moment donné on est capable de développer un matériau pour les roues des vélos, ça peut être utilisé évidemment pour les roues des fauteuils roulants, des athlètes de haut niveau, mais ça pourra être aussi, dès l'instant où les coûts seront réduits, où les coûts de production seront réduits, être bien sûr utilisé sur le fauteuil roulant de l'handicapé qui vit dans son quartier. Donc des choses de ce type-là, évidemment, ça va être une des missions du GDR, c'est aussi de faire en sorte que des connaissances qui vont être développées à destination d'une population très précise puissent être ensuite utilisées par monsieur tout le monde, c'est clair. Merci beaucoup. Vous vouliez rajouter? Juste un mot pour compléter. Donc, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'utiliser l'image de la Formule 1 qui profite à la voiture de monsieur tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'on en fasse si facilement la preuve d'ailleurs. Mais pour autant, il y a cette logique, cette volonté, en tout cas dans les produits d'innovation, qu'ils aient des retombées plus largement que pour les seuls sportifs de haut niveau. C'est ce qu'on retrouve dans un certain nombre de produits qui sont réadaptés pour tout le monde. Je pense par exemple à la qualité des tapis de réception, par exemple. On sait mieux faire aujourd'hui les mousses, on sait mieux les adapter, on sait mieux les structurer, et de fait ça profite à tout le monde, sans même qu'on s'en aperçoive. Il y a des activités où culturellement c'est plus admis. Par exemple le golf, tous les niveaux peuvent jouer ensemble. La gymnastique sportive, tout le monde ne peut pas jouer ensemble. Voilà, etc., etc. Donc il y a différents facteurs. Le fait est, c'est qu'il faut du temps. Il faut laisser du temps au temps pour que les innovations puissent aussi profiter à tout le monde. Je prends un autre exemple pour répondre à cette question et qui montre bien, je dirais, la double logique. Prenons le cas du ski. Du jour au lendemain, les skis de compétition en slalom, ils étaient à 1m95, aujourd'hui ils sont à peu près à 1m60, 1m65. Ça a eu deux conséquences. Une, c'est que tous les athlètes de haut niveau qui skiaient avec des skis de 1m95 ont pratiquement été sortis du système parce que s'adapter à de nouvelles techniques, c'est très compliqué et que les petits jeunes qui arrivaient et qui ont skié dès le départ avec des skis courts s'en sont sortis beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que pour le monsieur tout le monde, pour le skieur du dimanche, moi je suis skieur et je vois bien comment les choses se passent sur les... Eh bien, le niveau du skieur moyen, sans avoir chargé sa technique, a augmenté considérablement. C'est-à-dire que avec même des conséquences en termes de danger et de risque, puisqu'on se retrouve avec des gens qui croient savoir skier, parce que le matériel facilite considérablement la pratique, mais qui du coup prennent des risques inconsidérés au regard de la réalité de leurs compétences en ski. Et avec des traumatismes et avec des accidents beaucoup plus graves aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans en arrière. Tout simplement parce que les gens, par exemple, vont plus vite sur les pistes. Merci pour ce témoignage. Je voudrais qu'on revienne 2 minutes à la pelouse. Ce que disait madame se retrouve, je crois, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas à Lyon, mais ça se retrouve aussi sur les stades qui ont adopté des pelouses nouvelle génération, qui servent aussi pour les concerts ou pour d'autres types de manifestations. Donc là, le kidam moyen s'y retrouve aussi, parce qu'on ne vient pas forcément au stade que pour le spectacle sportif. Alors, effectivement, la chance qu'on a de travailler sur le sport de haut niveau nous permet de se remettre en question et d'aller chercher une certaine forme d'excellence. Dans l'histoire de l'entreprise, on a développé des substrats élaborés. C'est des sols sans terre qui permettaient à l'époque, et toujours à l'heure actuelle, de jouer par tous les temps sur des pelouses de grands stades. Ça permettait effectivement de répondre aussi aux stades qui ont pour vocation pas uniquement des matchs de foot ou de rugby, mais effectivement d'autres événements comme des concerts, etc. Et ça permettait d'avoir des terrains qui étaient praticables. Alors le végétal souffrait énormément, hein, mais en tout cas la structure du terrain était toujours utile, même après l'événement. Ces technologies-là, aujourd'hui, alors elles ont évolué vers des pelouses hybrides, etc., qui répondent aux mêmes besoins. Mais en tout cas, cette première technologie, alors au passage qui s'appelle TerraFoot, voilà, qui a été un brevet qu'on a déposé, c'est aujourd'hui une technologie
qui a rapidement évolué vers le monde amateur et vers le sportif du dimanche. Et on en retrouve aujourd'hui sur des terrains accessibles à tout le monde. Donc c'est ça aussi l'idée, c'est de travailler pour la haute performance qui nous motive et qui nous pousse à aller vers l'excellence, mais aussi derrière amener ces innovations et les rendre accessibles à tous. Voilà une bonne partie de la réponse, effectivement, sur l'universalité ou la tentative d'universalité des équipements, si tant est qu'il puisse y avoir universalité, puisqu'on a vu tout à l'heure que ce n'était pas aussi simple. Les exigences du haut niveau n'étant pas forcément toujours les mêmes que celles du sportif plus moyen. Je dois présenter mes excuses à M. Olivier Chaplin, qui est de la Fédération française de rugby. Je ne sais pas s'il est là, mais par principe, voilà, je voudrais que vous veniez, M. Chaplin, s'il vous plaît, parce que comme vous êtes plus fort que moi, je vais y aller tout doucement, mais je vous ai un peu zappé tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Et je voudrais vous donner le micro parce que vous êtes chargé de recherche et de développement à la Fédération française de rugby. Tout à fait. Alors, c'est ça? Déjà, c'est moi qui vous présente mes excuses puisque je suis arrivé très en retard. Très bien. Ouf. Et, vous avez remarqué quand même quelque part que dans le rapport de force, je ne suis pas forcément le mieux placé. Donc, M. Chaplin, est-ce que vous pouvez nous dire, puisqu'on a parlé de recherche et de développement au sein du mouvement sportif, ce qu'on peut rechercher dans une fédération comme la Fédération française de rugby? Alors, dans une fédération comme la nôtre, on cherche plein de choses. On cherche à optimiser la performance des sportifs élites. On cherche à améliorer le suivi, l'épidémiologie des blessures, du rugby amateur, la sécurité des joueurs à tout niveau. On peut chercher à améliorer le suivi socio-professionnel des sportifs. Et puis il y a le développement technologique qu'on utilise au quotidien pour le suivi de la charge d'entraînement et de travail des joueurs. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, ce sur quoi vous cherchez aujourd'hui, qui ne soit pas quelque chose de secret bien sûr, mais quels sont les développements que vous essayez de faire avancer en ce moment? Alors parmi les deux axes qu'on a actuellement identifiés comme prioritaires, il y a comment prendre en compte la spécificité du rugby qui est le combat par rapport à d'autres activités. Donc on allie beaucoup de courses et de l'entraînement. Comment on entraîne ça dans un contexte de rugby professionnel où on joue tous les week-ends, voilà. Comment on le prend en compte. Et puis il y a aussi peut-être un angle mort qu'on a eu dans le rugby qui est la préparation mentale, l'accompagnement mental, l'intelligence émotionnelle, savoir reconnaître parmi ses coéquipiers et chez ses adversaires les émotions et comment on apprend ça aux joueurs, au staff des équipes. Donc voilà deux sujets qui sont vraiment d'actualité. Merci. Alors est-ce que vous partagez ce qui a été dit tout à l'heure, parce que je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé, mais disait que l'innovation ou la recherche et le développement dans le monde du sport, c'était vraiment un tout, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait l'entraîneur, la fédération, le bon calendrier, et que normalement les chercheurs doivent être dans l'antichambre du sportif, du périmètre sportif. Alors oui, le pari qui a été fait à la fédération de rugby, c'est d'avoir vraiment les chercheurs au plus près du terrain. Et un modèle qu'on privilégie, c'est l'utilisation de doctorants qui ont une charge d'entraînement auprès d'une équipe nationale et qui mènent en parallèle leur activité de recherche pour avoir un transfert maximum et être sûr de coller aux besoins des staffs. Donc fédération et INSEP par exemple, mais pas seulement, vous travaillez régulièrement ensemble. Oui, tout à fait, c'est le cas, ouais. C'est le cas, on n'est pas très loin, en région parisienne. Et voilà, on profite, on répond régulièrement aux appels à projets de l'INSEP, l'Agence nationale du sport avec le PPR, sur lequel on travaille ardument, on va dire. Mesdames, Messieurs, y aurait-il une dernière question que nous puissions... Voilà. Alors, mademoiselle, est-ce que... Non, le micro est... Voilà, voulez-vous bien passer le micro à monsieur qui est à vos côtés, s'il vous plaît? Merci beaucoup, on vous écoute, monsieur. Bonjour, je suis Pierre Aumont d'Avignon Université et je me pose justement la question du lien de recherche fondamentale jusqu'à l'ingénierie, l'application. Dans votre domaine en particulier, Parc et Sport, est-ce que vous avez des liens avec des universités, avec la recherche fondamentale, ou est-ce que c'est plutôt de l'ingénierie que vous faites avec des partenaires de
la même nature que la vôtre, quoi, des sociétés privées? Alors justement non, il y a très peu de liens, aujourd'hui on a très peu de liens avec les universités et le monde de la recherche. Il y en a eu à quelques moments de l'histoire de Parc et Sport sur quelques innovations, notamment sur des procédés de chauffage et de ventilation des sols, ou le développement de substrats élaborés. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche clairement, c'est à créer un lien. Ça fait un peu annonce Le Bon Coin, là, ce que je fais, mais c'est clairement la volonté d'aller chercher un lien avec les universités, le monde de la recherche fondamentale, et pouvoir échanger sur nos observations quotidiennes et les observations beaucoup plus liées à de la curiosité et de l'accumulation de savoir, pour pouvoir développer quelque chose. Donc on est évidemment ouvert, on a un stand tout au fond, on est en jaune et noir. Faut pas hésiter à venir nous voir, on sera ravis d'échanger avec vous sur ces sujets qui tournent autour du sol, de l'eau, du végétal et de la lumière. Donc il y a pas mal de thèmes à développer. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je vous remercie de l'attention que vous avez apportée à nos conférenciers. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Bien évidemment, l'ensemble de Sport Unlimitec est heureux de vous accueillir et tous les exposants seront là pour échanger avec vous au même titre que les personnes qui viennent de prendre la parole ici. Merci à vous, merci messieurs, merci de votre contribution. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Cet après-midi, nous aurons quelques pitchs start-up. On y reviendra, ce sera à partir de 15h. Mais pour l'instant, je vous laisse le soin de déambuler. Merci beaucoup, messieurs.